Encore des tas de révélations dans ce chapitre 16 de Boruto to Blue Vortex. C'est un chapitre où il y a pas mal de choses à lire et donc forcément on apprend beaucoup de choses. Et ça c'est top. Des choses qu'on ne savait pas, des choses dont on se doutait et qui sont confirmées. La confirmation d'un nouvel Akatsuki? Peut-être. Et bien sûr comme d'habitude, le chapitre se termine en nous laissant l'eau à la bouche et en ayant hâte de lire le prochain. On va parler de tout ça, agrémenté de mon analyse bien sûr comme toujours, avec quelques théories déjà vous verrez. Mais comme d'habitude les otaku, vous connaissez la chanson. J'ai besoin de votre force et de votre énergie, alors lâchez-moi un petit pouce bleu. Ça boostera la vidéo et la chaîne et bien sûr si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment les potos. Je parle de plein d'animes, en vidéo longue, en short. Alors quand je dis en short, c'est pas le short, hein, j'ai un jogging. Non sérieusement, abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que cette chaîne est faite pour vous. Je vous le disais, ce chapitre est bourré d'informations et la première tombe dès le début du chapitre avec un flashback. On retrouve Boruto et Kashinkoji peu de temps après que ce dernier ait décidé d'enseigner à Boruto les techniques qu'il maîtrisera plus tard en étant adulte dans certaines temporalités. Oui, ça paraît compliqué comme ça, mais vous avez capté les potes. Et justement, ce flashback nous explique comment Boruto a appris à maîtriser le Hiraishin et surtout comment il a réussi à l'adapter à ses propres capacités. On voit d'ailleurs un petit dessin de Minato dessiné par Ikimoto et franchement ça fait plaisir. C'est quand Kashinkoji explique à Boruto que son grand-père maîtrisait cette technique. Et là c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien que le Hiraishin de Boruto est vraiment totalement différent de celui de Minato. L'effet est le même, mais l'utilisation est vraiment différente. Et ce sont les facultés d'Otsutsuki de Boruto qui lui permettent d'utiliser cette technique parce que Kashinkoji nous explique que la faculté de téléportation est une faculté que les Otsutsuki possèdent déjà de base. Et Boruto l'a déjà utilisé dans le passé, mais sans faire exprès, sans le maîtriser. Le but de cet entraînement va donc être justement de maîtriser cette technique. Et là, Kashinkoji nous explique quelles sont les principales difficultés à maîtriser cette technique Hiraishin. La première, c'est que plus tu veux te téléporter loin et plus c'est difficile. Et pour pouvoir se téléporter loin, Boruto va devoir insuffler du chakra à des objets en métal et ces objets lui serviront de repère même s'ils sont éloignés. Et c'est là que vient la deuxième difficulté. Parce que si Boruto insuffle du chakra à deux shurikens et qu'il en place une au nord et une au sud, lorsqu'il voudra se téléporter par exemple à celle-ci, il lui sera impossible de savoir où est-ce qu'il ira, il pourra très bien atterrir à celle-ci. Et pourquoi? Parce que les shurikens ont des formes identiques. Et avouez que si tu te trompes de destination alors que tu veux te téléporter en urgence, ça peut être catastrophique dans une situation de combat où il doit par exemple sauver quelqu'un. Kashinkoji a donc trouvé une solution. Il suffit tout simplement de trouver un système de forme aux objets en métal. Chaque objet aura une forme unique et précise, ce qui permettra à Boruto de pouvoir se téléporter avec précision là où il le souhaite. On sait donc que grâce au chakra qu'il aura insufflé à ces objets, il pourra détecter la forme de l'objet et se téléporter avec précision. Et là, on comprend mieux, ça explique tout ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, pourquoi les crapauds de Kashinkoji précisaient à Boruto les formes des objets et que grâce à cette information, Boruto pouvait s'y téléporter. Bien sûr, la forme des objets n'a d'importance que si Boruto veut se téléporter loin. S'il veut se téléporter lors d'un combat d'un endroit qu'il a visuellement, il n'y a pas besoin de préciser une forme d'objet. On l'a vu d'ailleurs dans les chapitres précédents, lorsqu'il combat Hidari, à un moment, il envoie une shuriken dans la nuque d'un sbire de crasse pour pouvoir se téléporter et ainsi intervenir et sauver Sarada. Autre exemple, on l'a vu lorsque Mitsuki attaque Boruto, Boruto jette son épée en l'air et il utilise son épée pour pouvoir se téléporter et ainsi échapper à l'attaque de son ancien coéquipier. Donc lorsqu'il doit se téléporter à des endroits près, à des endroits qu'il voit, il n'a pas besoin de forme précise. Voilà pour les explications sur la technique Hiraishin de Boruto. Et ceci, ça nous confirme une chose les potos, ça nous confirme que Minato était vraiment un GOAT. Il pouvait se téléporter n'importe où se trouvaient ses kunai et n'importe où il avait apposé sa marque, sauf qu'il n'y avait pas de problème de distance avec lui. Et en plus, c'était pas un Otsutsuki. Donc il a appris à maîtriser cette technique et à la perfectionner juste de par son talent. Minato était vraiment un ninja exceptionnel. Par contre, on voit que Boruto est également un GOAT parce que quand Kashinkoji lui dit « Écoute, il faudrait déjà que tu apprennes à maîtriser cette technique », il a même pas fini sa phrase que Boruto s'est déjà téléporté derrière lui en lâchant une petite phrase du genre « T'inquiète pas, je maîtrise », alors qu'il vient juste de commencer l'entraînement. Lors de ce flashback, on apprend également une autre chose et c'est super important les potos. Boruto demande dans toute logique à Kashinkoji pourquoi il n'informe pas tout le monde de ce qui va se passer dans le futur. C'est une question qui avait été soulevée par beaucoup de monde car ça semble logique en vrai. Bah oui, si t'informes tout le monde de tout ce qui va se passer et que tout le monde fait les bons choix, bah y a plus de problème. Eh bien, Ikemoto et Kishimoto ne laissent rien au hasard. Bien sûr qu'ils y ont pensé et ils répondent avec intelligence à cette interrogation que beaucoup se sont faites. Kashinkoji explique alors à Boruto qu'il ne peut pas informer tout le monde des événements futurs et ce pour deux raisons. La première raison, c'est que si tu dis à quelqu'un ce qui va lui arriver dans le futur, tu fasses plus de mal que de bien. Que cette personne ayant connaissance de ce qui va lui arriver se comporte totalement différemment et qu'il fasse des choix qui pourraient aggraver la situation. Par exemple, pour vous expliquer, imaginez qu'on vous dise demain à l'école ou au travail, tu vas avoir un accident et tu vas te casser le bras. Ayant connaissance de ça, le lendemain, tu décides de ne pas aller à l'école ou au travail, tu restes chez toi, sauf qu'à ce moment-là, il y a un incendie chez toi et tu meurs. Ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas eu connaissance de votre futur, vous seriez alors allé tranquillement à l'école ou au travail,
vous vous seriez cassé le bras, certes, mais vous seriez toujours vivant. Bon, bien sûr, là j'extrapole, mais vous avez compris l'idée en tout cas. Parce que Kashin Koji ne voit qu'une partie du futur, il ne voit pas le futur dans son ensemble. Il est donc préférable de ne rien dire. La seconde raison, c'est que tout devient de plus en plus flou pour Kashin Koji. Ayant vu une multitude de futurs, il lui est très difficile de discerner correctement les choses. On peut donc penser que petit à petit, le Shinjutsu des directions ne sera plus exploitable pour Boruto et Kashin Koji. Et c'est ça qui est super important. Forcément, le fait de voir le futur est un avantage beaucoup trop cheaté. Il fallait donc créer une faille dans cette technique pour pouvoir équilibrer la balance. Et c'est donc pour ces deux raisons que Kashin Koji explique qu'il ne vaut mieux rien dire aux autres. Le meilleur plan est tout simplement de les aider à agir de la meilleure façon qui soit, d'essayer de les orienter. On apprend encore une nouvelle petite chose et c'est selon moi une des choses les plus importantes, même si ça tient que sur une page. Kashin Koji dit à Boruto que tout comme lui, il possède une singularité du destin. Est-ce que Kashin Koji ne ferait pas référence au Jogan là? Ou alors est-ce qu'il parle tout simplement de l'importance que Boruto aura dans le futur? Ça pourrait être les deux, vous me direz. Ensuite, dans ce flashback, Kashin Koji s'adresse à Eida. Et là où Kashin Koji est super intelligent, c'est qu'il ne s'adresse pas à la Eida de sa temporalité, il s'adresse à la Eida du futur, celle de notre présent. Car il sait que Eida peut tout voir, même les événements du passé. Et j'ai ma petite idée du pourquoi Eida regarde cet instant précis du passé. Vraiment, ce chapitre est super intelligent, il joue avec les temporalités, franchement c'est ouf. Kashin Koji dit donc à Eida qu'elle aussi aura un rôle important à jouer dans le futur. Et donc déjà là, si on analyse comment Kashin Koji sait que Eida regardera cet instant précis du passé et comment Eida sait qu'elle doit regarder à ce moment précis. Ah là là, c'est vraiment trop puissant. Comme j'ai dit les potos, je pense avoir la réponse et je vous en parlerai juste après. D'abord, on retrouve Eida, Sarada et Sumire. Toutes les trois discutent de Boruto et Sarada questionne Eida sur Boruto pour pouvoir lui apporter son aide. Et là, nouvelle révélation les potos, ou plutôt confirmation d'une information dont on se doutait fortement. Sumire intervient et dit à Sarada qu'il serait peut-être préférable de ne pas avoir d'informations sur Boruto, car c'est sûrement ce que ce dernier souhaiterait, qu'on le laisse agir comme il le veut sans forcément lui apporter une aide. Et d'un côté, elle n'a pas tort. Mais d'un autre côté, Sarada, elle veut juste aider Boruto. Mais alors, pourquoi Sumire réagit comme ça? Eh bien parce qu'elle a le seum. Elle avoue enfin qu'elle est amoureuse de Boruto et reproche à Sarada de toujours faire ce qu'elle veut sans tenir compte des autres, comme par exemple ce moment-là où elle a sauté dans les bras de Boruto juste devant Sumire, alors que selon Sumire, Sarada savait que sa copine éprouvait des sentiments envers Boruto. Elle nous fait une petite crise de jalousie, la Sumire. Et de cette crise de jalousie ressort le fait que Sarada, tu fais toujours ce que tu veux, essaye de penser un peu aux autres avant de penser à ce que toi tu veux faire. Sauf que là, je suis pas forcément d'accord avec Sumire, les potos. Là, elle nous fait sa petite crise de jalousie et à cause de cette crise de jalousie, elle contredit Sarada sur le fait de vouloir aider Boruto, alors que la décision de Sarada me paraît totalement normale et justifiée. Donc là, la petite Sumire, elle fait passer ses intérêts personnels avant la protection de Boruto qu'elle dit pourtant aimer. Parce que oui, si elle aime Boruto, elle devrait vouloir sa sécurité avant tout et elle devrait vouloir aller l'aider avant tout, avant de penser à ses propres intérêts. Ça me paraît logique, je sais pas ce que vous en pensez. Alors je suis sûr que si Boruto était là, il dirait oui, en effet, ne venez pas m'aider, restez tranquille. Mais s'il prendrait cette décision, ça serait tout simplement pour maintenir ses amis, Sarada, Sumire et les autres en sécurité, loin du danger, quitte lui à rester tout seul alors qu'il vit la misère depuis 3 ans. C'est ça, ne pas être égoïste et voir les intérêts des autres avant tout. Tout l'inverse de ce que Sumire nous fait actuellement. Par contre les potos, est-ce que durant cet échange, Sarada et Sumire n'ont pas pris un petit risque là? Parce que je vous rappelle que tout le monde est censé être sous le charme de Eida, sauf les Otsutsuki bien sûr et sauf Demon qui est son frère. Tout le monde donc, y compris Sarada et Sumire, qui font semblant depuis le début d'être sous le charme de Eida pour que Demon ne les voit pas comme une menace capable d'attaquer sa sœur. Parce que oui, je vous rappelle, pour des raisons qu'on ignore encore actuellement, Sarada et Sumire ne sont pas sur le charme de Eida. Eh bien, je pense pas les potos. Là, on le voit clairement, Eida semble plus kiffer le fait qu'il y ait des histoires entre Sarada et Sumire, un peu comme une petite commère. Et ça peut certes titiller la curiosité de Eida, mais être sous le charme de Eida et être amoureux d'une autre personne, ce ne sont pas deux choses incompatibles. C'est le cas par exemple de Shikamaru qui aime sa femme Temari et qui est pourtant sous le charme de Eida. Et là, quelle transition de malade je vous ai fait les potos. Parce que oui, dans la suite du chapitre, Shikamaru demande à Eida de lui parler face à face. Les deux se rencontrent alors et Shikamaru demande à Eida de ne pas le regarder face à face parce que lorsqu'il la voit, ses méninges se ramollissent. Oui, c'est l'effet du charme. Eida informe alors Shikamaru de la naissance de Ryu, que sa cible est Gaara. Elle lui explique que le Shinju de Bud l'a vu dans une de ses visions et que ça lui a glacé le sang. On a donc le soulèvement d'une nouvelle capacité d'un Shinju, en tout cas en l'occurrence celui de Bud. Et elle lui dit ensuite qu'elle sait que c'est lui qui a aidé Boruto à s'échapper de l'interrogatoire avec l'aide de Mitsuki. Même si Shikamaru ne le confirme pas, Eida lui dit de ne pas s'inquiéter, que de toute façon elle ne compte rien dire à personne car elle ne veut pas accabler encore plus Boruto. Parce que oui, rappelez-vous, Eida culpabilisait et culpabilise toujours d'ailleurs d'avoir fait ce qu'elle a fait à Boruto, même si elle n'a pas fait exprès parce qu'elle ne contrôlait pas son pouvoir. En tout cas, Eida éprouvait quand même beaucoup de regrets envers Boruto. Elle explique ensuite à Shikamaru que de toute façon, Kawaki et Boruto ont décidé de coopérer pour vaincre les Shinju et qu'il vaut mieux ne pas interférer et les laisser faire. Et c'est là, les amis, que je vais vous dire comment, selon moi, Kashin Koji a su que Eida regarderait ce moment du passé
précisément. Et comment Eida, elle, de son côté, a su qu'elle devait regarder ce moment. Parce que oui, la coïncidence est bizarre quand même. Shikamaru raconte alors à Eida que l'allié de Boruto est entré en contact avec lui grâce à un crapaud. Et il n'y va pas par quatre chemins, il lui demande directement est-ce que c'est Kashin Koji. Et à ce moment-là, coup de théâtre, un crapaud sort de la chevelure de Eida. Donc là, deux solutions. Soit c'est purement le hasard que Eida ait décidé de regarder ce moment du passé précisément où, comme par hasard, Kashin Koji s'adressait à elle dans cette temporalité. Vous captez le truc? Soit Kashin Koji avait tout prévu. Et ça me paraît plus logique que ce soit cette deuxième solution. Je m'explique. Comment Eida a su qu'elle devait regarder ce moment du passé précisément où Kashin Koji, comme par hasard, s'adressait à elle dans le futur? Parce que c'est ce crapaud qu'elle a dans les cheveux qui le lui a dit. Et comment le Kashin Koji du passé a su que la Eida du futur regarderait ce moment précis dans le passé? Parce qu'il l'a vu dans une de ses visions, c'est obligé. Il a vu que son lui du futur donnerait un crapaud à Eida et dirait à Eida de le regarder dans le passé. Il s'est donc adressé à elle à partir du passé. Kashin Koji a créé sa boucle temporelle, les potos. Et si ça, c'est pas ultra puissant au niveau scénario, honnêtement, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais la question, c'est pourquoi faire tout ceci? Parce qu'il sait que Eida a un rôle à jouer dans le destin du monde. Il faut que tout le monde coopère. Et puisque Kawaki et Boruto se sont alliés, que Kawaki, de toute façon, sait que Kashin Koji est quelque part par là parce qu'il a capté avec l'aide des crapauds, il n'y a plus aucune raison de se cacher. C'est pourquoi le crapaud de Kashin Koji est venu trouver Eida. Pour vaincre les Shinju, il faut que tout le monde coopère. Boruto, Kashin Koji, Eida, Kawaki, mais aussi sûrement Demon et Shikamaru, c'est la fameuse alliance qui se met en place, les potos. Kashin Koji s'adresse alors à Shikamaru via le crapaud. Il lui dit de pas poser de questions et d'envoyer une équipe composée de Konohamaru, Sarada et Mitsuki Asuna pour aller tenter de secourir Gaara. Il explique qu'Asuna, ils devront se confronter à deux Shinju, à savoir Matsuri et Ryu, et qu'avec l'aide de deux ninjas de Suna, il devrait réussir à les vaincre. Kashin Koji l'a bien sûr vu dans ses visions et comme il l'a dit à Boruto, il essaye là de guider les gens vers les meilleurs chemins possibles. C'est ce qu'il fait avec Shikamaru actuellement et c'est ce qu'il a fait certainement avec Eida avec l'aide de son crapaud. Vous comprenez maintenant à quel point le rôle de Kashin Koji est vraiment super important dans le destin du monde. C'est le chef d'orchestre. Shikamaru, lui, ne comprend pas trop, mais forcément c'est normal puisqu'il ne sait pas que Kashin Koji peut voir le futur. Par contre, on sait avec le leaks qu'on a vu qu'il lui a fait confiance puisqu'il a bien envoyé Konohamaru et les autres Asuna. Mais ça c'est pareil, on en parle juste après les potos. Et là, les otaku, Kashin Koji va dire un autre truc super important à Shikamaru. Il ne faut pas attaquer Jura. Konoha a la chance que Jura accorde une grande importance à la culture qu'il y a vue, notamment grâce à ses bibliothèques, et que si Jura venait de nouveau à venir à Konoha, il ne faudrait pas l'attaquer. Il faudrait le considérer comme un visiteur ou un client normal et le laisser faire ce qu'il a envie. Jura accorde une trop haute importance à la culture de Konoha et ne provoquera pas de combat sur le sol du village de peur de tout détruire. Kashin Koji surenchérit alors en expliquant que de toute façon Jura est beaucoup trop fort, qu'on peut éventuellement essayer de tuer ses alliés, les autres Shinju, mais qu'il ne faut absolument pas s'en prendre à Jura. Le provoquer signerait tout simplement la fin du monde. C'est donc une chose inédite à laquelle nous assistons les amis, parce que ça paraît rien comme ça, mais c'est vraiment incroyable. Un laisser-passer pour un ennemi qui est jugé beaucoup trop puissant pour qu'on puisse y faire quoi que ce soit et que donc on laisse venir sur notre sol et on le laisse faire ce qu'il veut. Ça montre à quel point Jura est vraiment extrêmement puissant. Autre chose de super important, oui, je vous ai dit que ce chapitre regorge d'informations. Kashin Koji explique à Shikamaru que Himawari ne doit pas quitter le village. Il est très clair là-dessus et si elle quitte le village, elle mourra. On peut donc penser que soit Himawari a un rôle très important à jouer dans le futur et qu'il faut absolument qu'il ne lui arrive rien, ou que soit le fait que Jura mette la main sur Kurama soit vraiment catastrophique pour le futur. Mais d'après vous, qu'est-ce que c'est que tous ces conseils que donne Kashin Koji à Shikamaru? Bien sûr, ce sont des visions des futurs potentiels qu'il a vus, vous avez capté. Et dans une de ces visions, Himawari sort de Konoha et se fait tuer par Jura. Dans une autre de ces visions, Jura vient à Konoha, les ninjas l'attaquent et c'est la fin du monde. Et pourquoi d'après vous, les auteurs Ikemoto et Kishimoto prennent le temps de nous détailler tout ça dans la discussion entre Kashin Koji et Shikamaru? Parce que bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Bien évidemment qu'à un moment, Himawari va quitter le village et qu'il faudra aller la secourir ou qu'on assistera à un événement qu'on n'avait pas prévu. C'est obligé. Sinon, on n'aurait pas eu toutes ces informations de la part de Kashin Koji pour Shikamaru. Les auteurs n'auraient pas pris le temps de nous expliquer tout ça. Enfin, Kashin Koji remercie Shikamaru d'avoir aidé Boruto à s'évader et le félicite d'avoir écouté son cœur à ce moment-là. C'est là qu'on voit que Sumire, et vu son comportement et ce qu'elle dit, je suis sûr qu'elle va foutre le bordel dans les prochains chapitres. Elle va nous faire un truc de merde, ça sent pas bon les potos. Avant la conclusion, il y a une page que j'ai sautée exprès pour vous en parler maintenant. Avant que Shikamaru arrive auprès de Eida, on voit les anciens, là les vieux schnocks, parler avec le Daimao, le chef du pays du feu, et ce dernier leur ordonne de tuer Boruto et de punir sévèrement celui qui l'a aidé à s'échapper, en l'occurrence Shikamaru. Et bien sûr, puisque de toute façon ces deux vieux croutons ne font que de la merde depuis le début,
de Boruto, depuis le chapitre 1 de Boruto, ils acceptent volontiers puisque de toute façon, c'était déjà ce qu'ils avaient prévu de faire. Cette page, il n'y a qu'une page, pourrait passer inaperçue, mais elle est extrêmement importante. Encore une fois, elle n'est pas là par hasard de la part de Ikemoto et Kishimoto. Et si justement elle est placée juste avant l'arrivée de Shikamaru dans ce chapitre, ce n'est pas pour rien non plus. Il va forcément y avoir un conflit d'intérêts dans les prochains chapitres où on verra un groupe de personnes qui essaieront de tuer Boruto et pourquoi pas Shikamaru, et un autre groupe qui s'y opposera et qui essayera de les défendre. Et ceux qui essayeront de les défendre, c'est cette fameuse alliance dont je vous parle depuis plusieurs semaines, les amis. Il va certainement y avoir une sorte de nouvelle Akatsuki qui sera formée de Boruto, Shikamaru, Sarada, Konohamaru et pourquoi pas Eida, Demon et peut-être Kawaki et même d'autres. Ça va être incroyable les potos. On se dirige vraiment sur quelque chose de grotesque, une sorte de guerre civile à Konoha, et ça pourrait éventuellement expliquer la destruction du village qu'on voit au début de Boruto. Il y a vraiment plein de choses, plein d'interrogations, mais je suis sûr qu'on se dirige vers quelque chose de grotesque comme ça. Enfin, le chapitre se termine avec l'arrivée Asuna de Konohamaru, Sarada et Mitsuki. Leur but est de sauver Gaara, et qui de mieux que Mitsuki et Sarada qui maîtrisent parfaitement leur item pour s'opposer à Ryu et sa limaille de fer. Et justement, ce chapitre 16 se termine ainsi quand l'équipe 7 constate l'arrivée Asuna également des deux Shinju dont parlait Kashin Koji, à savoir Matsuri et Ryu. Le chapitre 17 devrait donc être passionnant, on aura certainement des affrontements entre Konohamaru et Matsuri, mais également Sarada et Mitsuki contre Ryu. Et rappelez-vous, la vision de Kashin Koji prévoyait l'alliance de l'équipe 7 avec deux ninjas de Suna. Ça pourrait être très bien les deux coéquipiers de Shinki qui ont accueilli Konohamaru et le reste, mais ça pourrait être également Kankuro, parce que je le vois pas rester en dehors du conflit, et à ce moment-là, le deuxième ninja pourrait être également Temari. L'entrée en scène de la femme de Shikamaru, ça serait vraiment très appréciable. Dans tous les cas, ça annonce du lourd, mais je vous avoue que j'ai quand même un petit peu peur pour Konohamaru, parce qu'il va bien à un moment falloir qu'un des ninjas meure pour qu'on sache ce qui arrive quand un des Shinju dévore sa cible. Ça pourrait très bien être Konohamaru, mais ça pourrait être aussi Gaara. Ça c'est pareil, on verra ça dans les prochains chapitres les amis. Et ma dernière interrogation vient sur la présence de Sarada au sein de cette équipe d'intervention Asuna. Est-ce que c'est pas dangereux de l'envoyer en dehors du village alors qu'elle est la cible de Hidari? Kashin Koji le sait très bien pourtant. Est-ce que Kashin Koji ne serait pas d'autre chose par rapport à Hidari et Sasuke dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos? Parce que sinon, pourquoi envoyer Sarada alors que ça la mettrait en danger? Parce que oui, si Sasuke n'est pas de retour en Hidari comme je vous l'ai dit, envoyer Sarada en dehors du village, ça c'est prendre le risque qu'un autre Shinju arrive, Hidari, et qu'il soit donc 3 Shinju à devoir affronter. Parce que l'occasion serait trop belle pour Hidari. Si Sarada est Asuna, pourquoi ne pas venir essayer de la becter? Ah là là, c'est vraiment grotesque. On aura peut-être la confirmation également prochainement du retour de Sasuke en Hidari. Bien sûr, toutes ces interrogations, tous ces trucs incroyables, tout ce suspense, je vous en parlerai dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous, vraiment les potos. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez kiffé et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas surtout à me dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, je lis tous les commentaires, vraiment. Si vous avez déjà laissé des commentaires, vous savez que je lis tous les commentaires car je réponds quasiment à tous les commentaires. Vous prenez le temps de laisser un commentaire, c'est normal que je prenne le temps d'y répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt les otaku, passez une bonne fin de journée. Tchou!